Je te trouverai charogne un vilain soir, je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable telle sorte cargo, peu m'importe, au mal fraté crosse que le vent emporte, feuille morte, souci. Nous sommes très nombreux ce matin pour rendre compte d'une édition de Céline, non pas une édition complète, mais une édition qui a l'avantage de contenir quelques textes qui n'existent pas en ce moment dans les deux volumes de la Pléiade, publiés et édités par Henri Godard, avec des présentations et des notes substantielles extrêmement intéressantes. Cette édition, donc Club de l'Honnête Homme, Luce Fieschi éditeur, 32 rue Rousselet, dans le 7e. Alors, comme nous sommes très nombreux, à tour de rôle, si vous voulez bien, vous allez intervenir. Je voudrais d'abord citer Frédéric Vitou, qui a fait les introductions, environ 200 pages d'introduction, qui sont très nuancées, qui suivent Céline dans son évolution, parce qu'il n'y a pas un Céline, mais néanmoins, il y a quand même un personnage, au moins dans l'opinion publique, et je crois que Frédéric Vitou l'a très bien défini: écrivain forcené révolutionnaire, styliste raffiné et démolisseur impénitent du langage académique, individualiste, farouche et antisémite notoire, un fou, un génie, un être infréquentable, impardonnable et pardonné, un nostalgique des temps anciens, revendiqué parfois à tort par les inquiétants maniaques des ordres nouveaux. Vous avez quelque chose à ajouter, Frédéric? Non. Ou alors ça ferait l'objet de ce débat d'aujourd'hui. Alors, Raymond Moretti a illustré cette édition, et je crois qu'il nous manque un prix littéraire. Ce serait un prix de l'édition illustrée. Il me semble que cette année, vous l'auriez vraiment mérité pour cette édition, parce que il y a à la fois, enfin, vous aviez évidemment un prédécesseur, c'était Jeanne Paul, ce malheureux cul de jatte amputé qui a illustré les éditions de Céline chez De Noël, mais c'est pas du tout du Jeanne Paul. C'est à la fois halluciné et lucide comme Céline, ce que vous avez fait. Ben, c'est simplement du Céline. Je ne suis qu'une main. Je ne suis qu'une main, là, c'est-à-dire que je me suis référé au texte de Vitou entièrement. J'ai eu une documentation très bien faite. Et j'ai d'abord installé le personnage, c'est-à-dire des informations sur qui, quoi, comment était Céline, premier volume. Et puis petit à petit, je suis rentré dans le texte, c'est-à-dire je me suis mis entièrement à la disposition de Céline. Et je ne dis pas que j'ai voulu faire du Céline, mais je me suis rapproché le plus de sa façon de travailler. Ce qui est étonnant dans votre illustration, c'est qu'elle est d'une diversité prodigieuse. Alors qu'on peut avoir l'impression, quand on envisage globalement l'œuvre de Céline, que c'est au fond toujours le même style, le même ton, et à peu près à la rigueur les mêmes personnages. Impression fausse, mais je crois qu'il suffit de regarder ces illustrations pour vraiment avoir une idée de la diversité de Céline. C'est-à-dire que le grand problème pour moi était de savoir quelle illustration j'allais faire, car dans 2 lignes de Céline ou 3 lignes, je peux faire 40 illustrations ou 50 illustrations. Donc ce qu'il fallait, c'est bien situer quelle illustration j'allais faire. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit. Nous avons fait un travail de découpage. Et je suis rentré comme ça dans le livre, mais mon grand problème était de ne pas m'éparpiller, car sur une seule ligne, je dis bien une seule ligne, je peux faire 30 illustrations. Oui. Et vous avez fait parfois plusieurs pour aboutir à une illustration? Souvent, oui. Oui. Donc un énorme travail. Un grand travail, oui. Combien d'illustrations? En tout, il y en a 8 par volume qui sont sortis et 9 volumes. Et Luce Fieschi, vous avez été contente de cette illustration? Ah, très. C'est une rencontre. Céline Moretti. Alors Geneviève Dorman, vous n'êtes pour rien dans cette édition, mais je sais que vous nous avez apporté un disque de Céline qu'on va entendre tout à l'heure. Oui. Geneviève Dorman et Céline, quel mariage? Moi, ça a été un coup de foudre quand j'avais 14 ans. Un jour de grippe, j'avais pris ce livre dans la bibliothèque de mon père et j'ai pas pu m'en défaire. Je l'ai lu en une journée, une nuit. J'ai été absolument foudroyé. Quel livre, Voyage? C'était Le Voyage.
Et ma mère m'avait dit, fais attention, c'est plein de gros mots, c'est peut-être pas pour toi, mais comme elle était libérale, elle m'a laissé le lire. Je veux dire que je suis tombée amoureuse de ce style, de cette tristesse, de cette beauté, de tout. Peut-être que ça m'a donné envie d'écrire, je m'en rends pas bien compte. Mais c'est très dangereux, Céline, pour un écrivain. Car quand vous en lisez 3 pages, vous en êtes imprégné pour 15 jours. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre, non pas son style, hélas, parce que c'est pas possible, mais d'écrire avec des petits points, comme il dit. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait ils se promènent du matin au soir. La preuve c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là assis, ravis, à regarder les dames du café. Michel Simon, dans Le Voyage au bout de la nuit. Il est évident qu'il a quand même marqué la langue française et que dans une certaine mesure, il y a une littérature avant Céline, une littérature après. L'ennui, c'est que cette littérature après, peu à peu, elle s'est gonflée, elle s'est amplifiée, et la montagne Céline, parce qu'il s'est entassé autour, on a l'impression maintenant qu'on est de plein pied avec elle. Oui. Non, mais j'ai été scandalisé aussi de la façon dont on a traité Céline, qui est une chose abominable. On dit l'antisémite, l'antisémite. Bon, il était antisémite comme d'autres ont des cloques quand ils mangent des fraises. Je veux dire que c'était, on doit lui permettre ça étant donné le talent qu'il a. Un homme qui a un tel talent a tous les droits. Bon. Et puis un antisémitisme qui est au fond un antisémitisme de la vieille France, qui englobait... Céline n'aurait jamais fait tuer un juif d'abord, et puis il ne faut pas oublier qu'il a refusé de faire un article pendant tout le temps où les Allemands étaient là. Céline n'a pas écrit un article pendant que les Allemands étaient là. Il était très nationaliste, il détestait les moches. Bon, alors il avait de l'invective. Bon, mais si on n'a plus le droit de l'avoir de l'invective, alors autant finir à Moscou tout de suite, hein. Alphonse Boudard, votre rencontre avec Céline? Moi, c'est un petit peu comme Javier Dorman. J'ai rencontré en tôle, j'étais Fresnes, et puis à ce moment-là, c'était en 48, et la bibliothèque était aux mains des politiques, qui était l'école Labo. Alors dans l'école Labo, bien sûr, il y avait des tas d'admirateurs de Céline, et ça a d'ailleurs un petit peu faussé les choses à propos de Céline, parce que jusqu'à sa mort, à peu près, ses grands admirateurs se situaient par là. Enfin, je veux dire, il était considéré comme quelqu'un de gauche. Oui, mais il avait été récupéré, si on peut dire, par la droite collaborationniste. Moi, je peux vous dire que tous ces gens-là, ils admiraient beaucoup Céline. Alors, je suis tombé sur Céline comme ça, par ces gens-là. Et après, il est maintenant récupéré par la gauche et même les gauchistes. Je veux dire, il fait toujours... Parce qu'on trouve chez lui, bon, on trouve l'antisémite, vous disiez le nationaliste, mais on trouve aussi l'anarchiste. Oui, dans Le Voyage au bout de la nuit. On trouve l'anticolonialiste. À cette époque-là. Il ne faut pas oublier ça. Léon Daudet est encore plus virulent. Oui. Bon, il était encore plus virulent. Si, parce qu'il était plus mesuré. Oui. Bon, oui, parce que on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, si quelqu'un peut démentir, que les ouvrages antisémites de Céline étaient interdits en Allemagne hitlérienne parce que on les considérait comme des ouvrages délirants et qui donnaient une image caricaturale et faussée des problèmes qui concernaient l'antisémitisme. Est-ce que c'est vrai ça? Non, pas tout à fait. Ce qui avait été interdit, c'était le voyage. Le voyage a été, au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le voyage a été interdit de traduction. Mais par la suite, effectivement, les pamphlets n'ont pas reçu l'accueil qu'on aurait pu attendre pour eux. Mais enfin, il y a eu quand même une traduction des bagatelles en Allemagne. Alors que le voyage a été traduit en URSS. Le voyage a été traduit en URSS en toutes les langues. Oui, ce qu'il faudrait dire... C'est un livre de chevet de Staline. L'antisémitisme de Céline, si on le compare à l'antisémitisme du journal La Croix dans les années 1900, ben, c'est de la gnognotte. Ah oui. Mais il me semble que dans cet antisémitisme, il y a des choses extrêmement vagues. Au fond, ils sont antisémites parce qu'ils sont boutiquiers, parce qu'ils sont pauvres et parce que le sémitisme représente l'argent et la guerre. Enfin, des idées comme ça,
ça représente les catastrophes. Il y a une part effectivement de provocation dans l'antisémitisme de Céline, et je pense à une rencontre, semble-t-il, entre Junger et Céline, et Céline qui avait provoqué Junger pratiquement en l'insultant, en lui disant que les Allemands ne savaient pas y faire avec les Juifs, que s'il avait Staline tout de suite en France, il saurait y faire en les massacrant tous au coin d'une rue. Et Junger n'avait absolument rien compris, il avait été horrifié, puisqu'il rapporte dans son journal d'occupation, il avait été horrifié par les propos de Céline. Et il n'avait pas vu, effectivement, dans ce cas précis, la provocation sarcastique d'un Céline vis-à-vis d'un officier allemand. Reste que je crois quand même que, quoi qu'on pense de l'antisémitisme de Céline, et quoi qu'il en ait fait par son délire, il n'est pas sérieux de nier cet antisémitisme, qui est effectivement un antisémitisme très répandu en France dans les années d'avant-guerre. Avant la dernière guerre. Oui, auquel il faut ajouter un substrat de biologie, c'est en grande partie la biologie du 19e siècle, fondée sur un certain nombre de critères d'apparence extérieure, etc. Et ne pas mélanger les races. Une mise en avant de race, c'est toute une idéologie qui trouve son aboutissement chez lui, avec ce mythe de la biologie et de la science. Et de l'hygiène aussi, c'était un homme obsédé par l'hygiène, les problèmes d'hygiène. Alors, Henri Godard, vous avez fait un admirable travail sur Céline, il faut rendre justice à cette double édition. Il n'est pas encore de la Pléiade. Vous avez en tout cas publié le cycle Sigmaringen, si l'on peut dire, et d'autre part vous avez publié Le Voyage et Mort à crédit en un volume avec quantité de notes, d'appendices qui sont extrêmement... actuellement au volume intermédiaire qui comprendra Casse-Pipe, Guignol's-Band et Ferry pour une autre fois, qui est en un sens le tome pour le volume pour lequel il y a le plus à faire, puisqu'il s'agit de textes édités posthumes ou édités dans de mauvaises conditions, arrêtés, pour laquelle la masse des inédits, des brouillons est extrêmement considérable. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans toutes vos notices, et en particulier, on y reviendra tout à l'heure, mais enfin, je crois que ce qui est très important, c'est les rapports de Céline avec la science de son temps, et en particulier avec la psychologie et la psychanalyse. Oui, pour Le Voyage, il y a manifestement un point de départ, un des points de départ du Voyage au bout de la nuit, qui est une réflexion, un choc reçu de Freud, et une réflexion à partir de Freud, qui ensuite s'est trouvé masquée pour des raisons idéologiques évidentes. Effectivement, j'ai essayé de reconstituer, de mettre en parallèle un certain nombre de textes du Voyage au bout de la nuit et des écrits antérieurs, c'est-à-dire les écrits de la période d'hygiène, ceux qu'il avait rédigés au moment de son appartenance à la section d'hygiène de la SDN, et avec d'autres textes, en particulier le recueil intitulé Au-delà du principe de plaisir. Et ce texte, il y a effectivement du côté de la pulsion de mort, du côté de recherche, ce qui était pour Freud à l'état de recherche, une rencontre que Céline a reprise à son compte, avant ensuite de la... Ça lui a donné, je crois, le courage de croire aux mythes. Et les mythes, après, sont devenus l'histoire. Ça lui a permis d'absorber l'histoire. Oui, je vois ça un peu comme une espèce de confirmation. Il me semble que le choc de la guerre, le choc qu'avait été pour lui l'expérience de la guerre, qui est le point de départ quand même, qui est pour lui le premier moteur, a trouvé une espèce de confirmation ou de, comment dirais-je, de profil dans certaines des réflexions de Freud, et en particulier, c'est pas un hasard si le recueil de Freud auquel il se réfère, enfin auquel qu'il mentionne plus ou moins explicitement, c'est un recueil qui date de la période de guerre. C'est le moment où Freud lui-même remet en chantier ses théories à partir de certaines évidences de la guerre. Et il me semble qu'il y a là l'histoire, la convergence ou la confluence de chocs qui sont vécus dans l'histoire et d'une réflexion à partir, en particulier de la part de Freud, à partir de cette expérience. Oui, la méditation de Freud sur les civilisations, sur l'instinct de mort qui travaille les sociétés, les civilisations comme l'individu. Bien, maintenant, on va laisser la parole à Céline, car finalement, enfin, c'est quand même lui qui nous guider dans cette émission, et c'est précisément le disque que Geneviève Dorman nous a apporté. On retrouve son texte d'ailleurs dans l'édition de Luce Fieschi, c'est dans le tome 7, Céline vous parle, il nous parle du roman, la manière dont il le conçoit. Et tous les écrivains devraient l'avoir chez eux, ce disque, parce que c'est un sirop, c'est une vitamine. Moi je l'écoute tout le temps quand je suis déprimé. Quand je lis un livre,
Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais, je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet, ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas, à l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour vous dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce que ils ne sont pas à la mesure de l'époque, dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, mon Dieu, c'est un temps où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je trouve que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste pas grand-chose. Et il lui reste le style, et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas? Ce qu'il y voit, et puis enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien, bon. Mais enfin, quand il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Alors, question du style. Bon. Alors, le style, je le trouve, le style de tous ces trucs-là sont dans le même ton que le Bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que les déclarations à la Chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Or, je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque, qui leur rendaient bien. Évidemment que l'impressionnisme, et quand il regardait une église d'Auvers par un peintre de l'époque, un bon peintre de l'époque, évidemment ce n'était pas du Van Gogh. Et lui, l'autre disait, mais j'ai une horreur, c'est un malfaiteur, et il faut le tuer. Voilà exactement ce qu'il pensait. Et il pense encore ça de mes livres, évidemment. Alors on dit, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Je dis que ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens ne sont pas travailleurs. Ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Et ça demande énormément de travail. Beaucoup, n'est-ce pas? Les impressionnistes, par exemple, étaient de très gros travailleurs. Et sans travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a l'éloquence naturelle. C'est vraiment très mauvais, l'éloquence naturelle. C'est très mauvais. Faut que ça tienne à la page. Pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort. Alors, Alphonse Boudard, qu'est-ce que vous en pensez de ces positions de Céline sur le roman? À savoir que le roman est en rivalité avec le cinéma et que le roman contemporain doit être très différent, en ce sens qu'il repose sur le style de l'écrivain uniquement. Certainement, parce que moi, ce qui se passe, c'est que je fais des scénarios, je fais du cinéma. Alors, on s'aperçoit évidemment que pour raconter certaines histoires, aujourd'hui, il faut passer par le cinéma. Et que les histoires, comme on les racontait au XIXe siècle, en cela Céline a absolument raison, elles sont toujours en dessous du cinéma, enfin du grand cinéma. Ça fait pas doute, mais même les petites histoires, on les raconte beaucoup mieux, on les raconte plus directement, plus vite avec le cinéma. Donc le propos de Céline qui est de tout mettre dans le style, il n'y a plus que ça, évidemment. Il a aussi un enseignement très important, il dit il faut aller droit au nerf, droit à l'émotion. Oui. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus important dans cet enseignement.
Alors Frédéric, vous avez dans vos préfaces, dans vos diverses préfaces, puisque chaque roman dans cette édition du Club de Dernier Tome est introduit par une préface, vous avez essayé un peu de démonter, en récapitulant d'ailleurs des séminaires sémiologiques sur Céline, les procédés de Céline. Pouvez-vous nous les expliquer un petit peu Oui, la première image est justement celle que Céline développe dans ses propos qu'il avait enregistrés, qui est une image fameuse qu'il a repris beaucoup de fois et qui est une très belle image quand il compare le style à un bâton que l'on plante dans l'eau. Et il dit, bon, quand on plante un bâton dans l'eau, il paraît cassé, et tout le travail du styliste consiste à casser le bâton pour qu'il paraisse droit dans l'eau. Autrement dit, à déformer le langage par des procédés stylistiques extrêmement précis, extrêmement rigoureux, pour que le lecteur ait l'impression, mettons, disait Céline, d'un langage parlé, mais c'était en fait qu'une impression, car ce n'est pas un langage parlé, et donc pour que l'émotion, car effectivement c'est le mot central chez Céline, par le style, l'émotion c'est ce qui l'obsède le plus, aller droit à l'émotion, c'est ce qui compte, toucher, le reste ne compte pas. Il disait, je ne suis pas un homme à message, je suis un homme à style, donc à émotion par le biais du style. Donc tous ces procédés stylistiques sont des procédés pour donner directement une sorte de contact direct du lecteur avec cette apparence de langage parlé. Alors quels sont-ils? Ils sont effectivement très nombreux, ces procédés stylistiques, hein. Ce sont des procédés effectivement de ponctuation d'une part, des phrases qui sont éclatées, parce qu'à la fois l'unité syntaxique traditionnelle de la phrase disparaît au profit d'une unité beaucoup plus grande, c'est-à-dire de longs développements, souvent sur un paragraphe, une page, plusieurs pages, et en même temps de petits fragments, comme de petits atomes de mots ou de groupes de mots qui sont lancés avec une certaine vitesse sur la page. Ce sont effectivement l'emploi d'un vocabulaire argotique, l'emploi de systèmes comme la répétition, comme l'inversion, plein de systèmes qui sont ceux du langage parlé. Mais je crois que j'aurais pas tellement envie de démonter comme ça comme un horloger, c'est un peu triste, les procédés, c'est un côté maquignon qui regarde, un cheval pour voir s'il est bien scellé. L'important c'est qu'il galope, on a envie de parler du galop de Céline et non pas de savoir comment les faire à cheval et... Alors pour résumer, si vous voulez, je vais vous citer, Frédéric Vitou, par exemple, l'usage de la reprise et de l'anticipation qui consiste à faire redoubler dans une même phrase un syntagme nominal par un pronom. Ainsi, mon père, il n'était pas commode, ou notre logement rue de Babylone, il donnait. Ou plus généralement, l'emploi du rappel de la répétition, tel que l'a étudié Spitzer. Oui. Ces rappels sont nettement populaires ou enfantins, écrit-il, l'homme du peuple, ou l'enfant qui ne savent pas et qui ont peur de ne pas bien construire leurs phrases, intercale des rappels. Alors il y a une autre notion qui va avec ce vocabulaire et ces insistantes, c'est la notion de présence. Je crois qu'elle est très importante chez Céline. Henri Godard. Oui, il faut que le narrateur soit tout le temps là, qu'il soit présent. Oui, je crois que c'est important. Et du point de vue du narrateur, c'est-à-dire celui qui intervient en tant que racontant l'histoire, et du point de vue de celui qui écrit, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y a des interventions, non plus pas spécialement sur les faits du récit, mais des interventions stylistiques de ceux qu'en linguistique on appelle les marques de l'énonciation, qui marquent à chaque fois que le locuteur veut être présent dans ce qu'il dit. Et effectivement, il y a une espèce de présence constante. Il me semble que c'est un des fils conducteurs les plus actifs, les plus puissants, actifs au sens chimique du mot, dans le texte de Céline. Et parfois, c'est ce qui manque dans des productions qu'on peut lire ici et là, qui captent quelque chose de Céline, tantôt ceci, tantôt cela, mais très souvent ce qui me frappe, c'est cet aspect, cette dimension de présence, de présent-actualité que je ne retrouve pas. Alors on dit voilà, alors je vous dis donc le roman de Céline, c'est agaçant, c'est crispant, etc. Parce que ce n'est pas dans le style du Bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence, et qui vraiment s'impose formellement et qui tiennent, n'est-ce pas? Et qui tiendront, je vais vous dire pourquoi, peu à peu. Mais alors, je reviens à ce style. Eh bien, ce style, il est fait d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens.
mais très légèrement, ou très légèrement, parce que tout ça, si vous le faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas? C'est une gaffe. Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut tourner autour de quoi? Autour de l'émotion. Bon, alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion, comme le trot remplace le galop, n'est-ce pas? Alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trot. On lui fait avoir le trot. Ben, on a fait à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulgaire, n'est-ce pas? Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, il y en a 40 volumes énormes, n'est-ce pas? Remplis d'idées très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, n'est-ce pas? Je ne suis pas un homme à message, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, ben, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas? Personne n'y vient, c'est un boulot très dur, n'est-ce pas? Il consiste à prendre les phrases, je vous disais, en les sortant de l'organ. Ou si une autre image, je cherche de savoir. Si vous prenez un bâton et vous le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord, parce que la réfraction fait que si vous mettez ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas? C'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste. Autre notion aussi qui me semble fondamentale et qu'il a résumé d'un mot, c'est la transparence. Raymond Moretti a dû se heurter à ça, c'est-à-dire une certaine indécision. Il faut que ce soit imprécis. Les gens sont constamment en état d'improvisation, bien que les manuscrits de Céline, Frédéric Vitou pourra peut-être nous en parler, Henri Godard, mais je pense que ce qui est aussi un de ces trucs familiers, il ne faut pas que tout soit dit. Il faut qu'on tournique au fond autour de l'idée exprimée. Un peu, oui, mais il est quand même très précis, Céline, je le trouve très précis, moi, car je démonte, c'est-à-dire, lorsque je m'attache à un texte, à quelques phrases, alors c'est assez imprécis comme ça, si on passe, si on évite, et puis il y a quand même des références, mais elles sont ailleurs, je pense. C'est-à-dire que la précision vient quelques pages après, quelquefois, 30 pages après ou 25 pages après, alors c'est un travail énorme pour savoir exactement qui est un personnage, par exemple. Comment est le personnage? Oui. Et je crois que c'est plus sensible dans les dernières œuvres, par exemple, ce qui existe, ce qu'on peut lire dans cette édition du Club de l'Honnête Homme, c'est-à-dire Ferry pour une autre fois, par exemple. Là, constamment, il y a des ruptures, des retours en arrière. Par exemple, la revue du 14 juillet, elle revient 4 ou 5 fois. La revue du 14 juillet d'avant la guerre, qui est un de ses bons souvenirs. Je crois qu'il y a quand même un mot important chez Céline, c'est le mot de délire. Or, le délire, effectivement, c'est apparemment ce qui brouille la réalité, mais ce qui met en avant, pour rejoindre ce que disait Henri Godard, le locuteur, c'est-à-dire celui qui délire, c'est celui, il touche, il émeut par l'énonciation de ce délire. Alors, d'un côté, la réalité se brouille, mais d'un autre côté, celui qui parle, qui prononce ce délire, prend une présence encore plus forte sur le devant de la scène. Ça, c'est important. Et je crois aussi une évolution intéressante dans l'œuvre de Céline, des premiers romans au dernier, c'est que dans les derniers romans, je pense en particulier à la trilogie finale de Château-L'Aude, Nord et Rigaudon, c'est qu'il y a beaucoup plus systématiquement qu'avant un va-et-vient entre le présent du livre, c'est-à-dire l'auteur Céline qui est en train d'écrire son livre et qui nous fait une sorte de chronique de ce qui se passe au moment où il l'écrit et le temps de la fiction. Et là, il y a une sorte de va-et-vient entre celui qui parle, celui qui écrit plutôt, celui qui raconte. Et ça crée aussi un des effets de transparence, de profondeur et d'émotion très très fortes. Et moi, je trouve au contraire qu'il est très très précis. C'est quand vous prenez par exemple dans Mort à crédit, quand il décrit cette pension dans laquelle on le met en Angleterre, cet idiot qui bouffe les boutons de porte et tout ça, il y a un nombre de détails extraordinaires que lui envieraient les gens du nouveau roman. C'est fou ce que c'est précis et détaillé et peint presque. Et dense surtout, il y a une densité extraordinaire. Quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a parfois dans une page ou dans une description une richesse d'images dont d'autres auraient fait 4 ou 5 pages, qu'ils auraient pu étirer, développer, alors que Céline réduit tout cela comme une espèce de concentré, et effectivement à la lecture ça donne une impression de richesse inépuisable et inégalable. Si vous voulez, on va le voir en écoutant Henri Pierre Logeux qui va nous lire
un fragment des entretiens avec le professeur Y, c'est précisément le texte où il insiste sur son originalité en face de tous les écrivains qui font du chromo. Alors peut-être Frédéric Vitoux, quelques mots sur ces entretiens avec le professeur Y, qui n'ont pas eu beaucoup de succès quand ils ont été publiés. C'est un livre que Céline a publié après ses 2 premiers romans qu'il a publié quand il est revenu du Danemark. Oui, je crois que c'est paru, je crois, en livraison dans la Nouvelle Revue Française. Oui. Et c'était un petit peu pour Céline, à la demande de Gaston Gallimard, je crois, une manière de revenir un peu, de se réimposer sur la scène littéraire et de se représenter, de définir un peu son art poétique. Et effectivement, ces entretiens ont été assez négligés lors de leur parution, d'abord à l'NRF et ensuite en livre, parce qu'il y a encore quelques années, l'édition originale à 3000 exemplaires était encore disponible en librairie, ce qui est absolument extravagant. Et effectivement, c'est un livre très important, entretien avec le professeur Y, car c'est un des rares livres de Céline où il parle un petit peu, où il développe un petit peu justement ce qui est son art poétique, sa manière de concevoir la littérature. Et il a des métaphores absolument remarquables comme celle du métro. Enfin, il compare... Il reviendra sur le métro, mais alors là, c'est surtout le chromo. C'est ça. Alors ça c'est d'abord l'attaque sur le passé, et ensuite, effectivement... Il n'y a guère que 2 espèces d'hommes, où que ce soit, dans quoi que ce soit. Les travailleurs et les macros. C'est tout l'un, tout l'autre. Et les inventeurs sont les pires espèces de boulots, damnés. L'écrivain qui se met pas brochet, tranquillement plagiaire, qui chromote pas, est un homme perdu. Il a la haine du monde entier. On attend de lui qu'une seule chose, qu'il crève pour lui secouer tous ses trucs. Le plagiaire, le frauduleux, au contraire, rassure le monde. Il n'est jamais si fier que ça, le plagiaire. Il dépend entièrement du monde. On peut lui rappeler, pour un oui ou un non, qu'il n'est jamais qu'un Jean Foutre. Vous saisissez? Je peux pas vous dire, moi, en personne, combien de fois on m'a copié, transcrit, carambouillé. Un beurre. Un beurre. Et fatalement, bien entendu, par les pires qui me calomniaient, harcelaient les bourreaux qu'ils me pendent. Ça va de soi. Van Gogh, maintenant, c'est pour la valeur qu'il a pris, et parce que le dur baisse. Les écrivains, n'est-ce pas, leurs livres prennent pas de valeur en vieillissant. Les écrivains, je vous le racontais, n'ont pas réagi devant le cinéma. Ils ont fait mine de gens convenables qui ne devaient pas s'apercevoir. Comme si, n'est-ce pas, dans un salon, une jeune fille avait louffé. Ils ont enchaîné, mine de rien, tartiné de plus belle. Ils ont redoublé de beaux styles, de périodes, de phrases bien filées, selon la même vieille recette qu'ils tenaient des jésuites, amalgamée d'Anatole France, de Voltaire, de René, de Bourget. Ils y ont seulement ajouté un peu beaucoup de pédérastie, des kilos de ficelles policières, pour se rendre gidien comme il faut, freudien comme il faut, indique comme il faut, mais toujours en chromo tout ça, n'est-ce pas? Que des innovations conformistes, engagées, bien sûr, et comment? Et jusqu'au scrotum, à 3, 4, 5, 6 parties, absolument surprenant, mais pas sortant du chromo, du tonnerre de Dieu, ça sulpice, jamais. La formule. N'importe qui du lycée vous bâcle un Goncourt en 6 mois. Un bon passé politique, un bon éditeur et 2, 3 grands-mères, un peu partout en Europe, et c'est enlevé. Vous rabâchez, monsieur Céline? Oh, pas assez. Jamais assez. La preuve, vous avez rien compris. Faut que vous appreniez tout par cœur. Faites pas le malin, vous êtes obtus. Vous avez pas du tout compris l'essentiel de ce que je vous ai dit. Anonyme. Répétez un peu avec moi. L'émotion ne se retrouve, et avec énormément de peine, que dans le parler. L'émotion ne se laisse capter que dans le parler, et reproduire à travers l'écrit, qu'au prix de peine, de 1000 patiences, qu'un con comme vous soupçonne même pas. C'est net, hein? C'est net.
Je vous expliquerai le truc plus tard. Déjà maintenant, retenez au moins que l'émotion est chichiteuse, fuyeuse, qu'elle est d'essence évanescente. Il n'est que de se mesurer avec pour demander très vite pardon. Oui, oui, pardon. La rattrape pas qui veut, la garce. Ah, que non. Des années de tapin acharné, bien austère, bien monacal, pour rattraper, et de la veine. Un petit bout d'émotion vibrée, grand comme ça. C'est un peu précieux, l'émotion, monsieur le professeur Y. Je vous le répète, plus précieux autrement que le cœur. D'ailleurs, pas du tout le même travail. Corinne travaillait la belle âme. Le cœur, ça se met en période, la belle âme. Comme les règles. C'est du cul, la belle âme, n'est-ce pas, affaire de cul. L'émotion vient du trognon de l'être, pas tant des burnes ni des ovaires. Le travail sur l'émotion vous met l'artisan à l'épreuve, qu'il lui reste plus beaucoup à vivre. Geneviève Dorman, dans ce texte, au fond, Céline a l'air de se poser un peu comme un écrivain maudit, parce que ceux qui font du chromo réussissent tout de suite, les autres, comme Van Gogh, on trouve que vraiment, ou c'est pas convenable, ou qu'ils sont fous. On ne peut pas dire ça de Céline. Tout de suite, dès le voyage au bout de la nuit, il a quand même été très lu, il a failli avoir le Goncourt. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il n'a pas eu le Renaudot. C'était déjà le Goncourt à l'époque. Non, mais je voulais raconter une histoire que va raconter la femme de Jean Delannoy, le cinéaste, qui était une petite secrétaire chez De Noël au moment où Monsieur Destouches, qui était totalement inconnu, apporte un jour un manuscrit en tremblotant, comme on fait quand on est un écrivain qui porte son premier et même son 10e livre. Et un jour, elle fait de l'ordre dans un bureau, puis elle avait remarqué un paquet plein de poussière qui traînait sur un radiateur, et elle s'apprêtait à jeter ça, croyant que c'était des paquets d'épreuves, et elle ouvre le paquet, c'était signé Destouches, ça s'appelait Voyage au bout de la nuit, et elle commence à lire ça, elle trouve ça admirable, et elle a porté ça à la direction en disant, mais il y a quelque chose, il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu. Ce qui est quand même amusant, parce qu'on imagine le pauvre Céline, pendant ce temps-là, qui devait se ronger les sangs en attendant que l'éditeur lui réponde. C'était une timidité folle en plus. Il y avait un exemplaire chez Gallimard où on lui demandait des modifications, enfin, tout au moins des. Ce qui est formidable avec les grands livres comme ça qui explosent d'un seul coup, c'est la masse d'histoires, de légendes, de belles histoires qu'on raconte autour. Et que cette histoire-là est très belle, mais elle infirme d'autres histoires où l'on dit que De Noël l'a lu dans la nuit, a répondu le lendemain. Oui, mais ça, c'est l'éditeur qui dit ça. C'est l'éditeur. Non, mais je ne dis pas que l'un a raison et l'autre a tort. C'est formidable de voir à quel point un événement comme ça cristallise des... C'est la dame qui l'a trouvé, qui m'a raconté. Il y en a une où il est enfermé, où le manuscrit est enfermé dans un papier sans adresse, et on retrouve ça par l'adresse d'une voisine de palier qui elle-même avait envoyé un manuscrit chez De Noël. Enfin, il y a une prolifération autour de ce texte. Ouais. Qui est effectivement l'une des plus stupéfiantes déflagrations dans l'histoire littéraire française du siècle. Enfin, vous écrivez, Frédéric Vitoux, qu'il y a deux à la recherche du temps perdu dans notre littérature française du XXe siècle. Oui. Bon, Alphonse Boudard. Non, je voulais qu'on revienne un petit peu en arrière, ou je sais pas où, c'est sur l'évolution entre précisément ce voyage au bout de la nuit, qui est évidemment une explosion, mais qui reste quand même un livre d'une facture relativement classique, et puis les livres de la fin. Alors il y a une évolution qui passe par Maurras Crédit, puis on arrive au pamphlet, et ensuite à Guignol's Band, et puis après, alors là, c'est une explosion totale, c'est le Féerie pour une autre fois, Normance, qui est un livre alors très très curieux, et puis les derniers. Alors il y a tout de même une évolution entre une écriture relativement classique et une écriture explosée, parce que lui il se réfère tout le temps à l'impressionnisme, vous avez remarqué? Oui. Ben oui, il se réfère le jour d'atelier, etc. Sera. Oui, c'est rare. Mais moi je trouve que c'était pas classique du tout, parce que qu'est-ce qu'on lisait à l'époque? On lisait Paul Bourget, comme il raconte dans son oui, c'était pas classique par rapport aux autres, mais ça l'était par rapport à l'œuvre générale de Céline. Quand on relit ça aujourd'hui, on peut lire Le Voyage au bout de la nuit,
comme ça. Enfin, je veux dire, c'est relativement un livre accessible immédiatement. Vous avez raison. Et en plus, la structure du livre est une structure relativement classique, puisqu'elle épouse en gros, pour la première partie, la structure classique du roman d'initiation d'un jeune homme qui subit différentes épreuves, qui se forme au contact de ces épreuves, et en particulier de la guerre. Oui, mais c'est au niveau du style que ça a été une explosion. Bien sûr, il a plutôt une syntaxe argotique que l'emploi de l'argot, vous voyez. Mon père, il avait, etc. Non, à l'époque, ça avait. Il y a quand même, alors là, des gens qui le précèdent, et d'ailleurs, il s'en est pas caché. Donc, je veux dire, qui sont un petit peu beaux. Je veux dire, il y avait une littérature naturaliste. Il y a à la fin de l'Assommoir de Zola tout un passage où Gervaise gamberge là avant d'aller crever, qui est déjà très célinienne. Il y a déjà un ton célinien dans des œuvres comme... Je dirais dans Barbey de Révilly. Dans les critiques de Barbey, oui. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de génération spontanée. Il a quand même des pairs. Il en a reconnu certains. Alors je veux dire, quand il arrive, il dit qu'il met un point final à une littérature naturaliste, celle qui est représentée à ce moment-là par Eugène Daby, par exemple. Henri Godard, dans votre édition de la Pléiade, vous avez insisté sur le style parlé et montré quand même une certaine filiation avec Barbus. Moi, je crois que c'est la guerre, au fond, qui a donné l'idée de ce que pouvait être le style parlé. Et on le trouve peut-être plus chez Barbus, où c'est quand même encore artificiel, en tout cas, dans ceux de 14 de Maurice Genevoix. Oui, on le trouve à l'état brut, il y a des essais, mais très cloisonnés, c'est-à-dire qui coexistent avec un narrateur qui, lui, écrit une langue parfaitement classique, de telle sorte que les fragments de dialogue parlé apparaissent comme une espèce de repoussoir, enfin, de valorisé dans les termes, mais enfin, apparaissent le grand coup d'éclat de Céline, c'est d'avoir écrit un livre qui, de la première à la dernière ligne, se présente non pas comme du langage parlé, mais comme une simulation du langage parlé. Cela dit, pour en revenir rester un instant à l'idée d'évolution, je crois qu'effectivement c'est quelque chose d'essentiel et qu'un des aspects de la force de Céline, c'est cette dynamique continue qui part du voyage au bout de la nuit et qui ne cesse pas jusque dans les derniers livres, de telle sorte que, comme dans toutes les grandes œuvres, les derniers livres, comme le dernier Chateaubriand, sont les plus personnels, sont les plus achevés. Oui, c'est pour ça qu'il faut lire Céline en œuvre complète, et grâce à Marius Feschi, nous avons donc cette édition du Club de l'Honnête Homme, moins les pamphlets antisémites. Alors vous pensez, vous, qu'il y aurait comme une sorte de perfectionnement perpétuel d'approfondissement, je crois, oui. Ça, et il me semble que la grande cassure, qui d'ailleurs que lui-même mentionne de temps en temps, c'est la cassure de Mort à crédit. C'est le passage, c'est après le premier livre et après la réception du premier livre, qui a reçu quand même un grand écho, etc., qu'il a la force et l'intuition de ce que ça peut donner d'autre. Et Mort à crédit est beaucoup plus novateur au point de vue... tout en bien accueilli d'ailleurs à l'époque. Infiniment moins bien. Infiniment moins bien. J'ai rappelé les collègues, les confrères écrivains qui avaient été à fond pour le voyage au bout de la nuit et qui décrochent au moment de Mort à crédit, y compris quelqu'un qu'on aurait pu croire le plus à même de saisir la nouveauté, c'est-à-dire Raymond Queneau. Un Queneau qui avait été avec le voyage au bout de la nuit et réticent devant Mort à crédit. Et tous les autres de la même manière. Mais on a un peu l'impression, avec, je disais ça à Vitou tout à l'heure, on a un peu l'impression avec le voyage au bout de la nuit que bon, c'est une œuvre complètement achevée, mais que tout est déjà dans le voyage au bout de la nuit, et que ce sont des fragments du voyage au bout de la nuit qui vont éclater à droite, à gauche, un peu à la façon dont va procéder Rodin quand il a la porte de l'enfer, et puis tout sera là, et les œuvres vont arriver les unes. Au fond, tout est dans le voyage. Maringen, c'est quand même très... Oui, mais ça c'est parce que c'est un événement qu'il va exploiter. Il ne faut pas oublier aussi que Mort à crédit a été publié... tronqué, censuré dans les premières éditions. Oui, mais c'est pas... Parce que moi je me souviens du premier Mort à crédit qu'on a eu après. Oui, je crois que c'était le livre de poche qui avait restitué les passages qu'on n'avait jamais lus avant. Non. C'est plus tard, c'est plus tardif que ça. Le premier à avoir donné, mais non pas dans le texte, à avoir donné en note les passages censurés était l'édition Balland, dans les éditions les années 66. Et je crois que l'édition de la Pléiade a été la première dans laquelle j'ai réintroduit le texte, je suis reparti du texte des quelques exemplaires non censurés, il y en avait 115, mais c'est facile, arrivé en 1981, c'est facile de restituer, on ne fera plus grand-chose. Et je crois qu'effectivement, donné dans le texte, ça a un impact plus grand que sous la forme de notes sur lesquelles ça apparaissait. Alors cela dit, dans l'intervalle, il y avait eu une sorte d'état intermédiaire qui était
la première édition de la Pléiade en 61-62, dans laquelle Céline avait accepté, parce que c'était la Pléiade, de réécrire un peu les passages qui avaient été censurés. Il avait donné une version moins violente, moins provocante, et c'est celle-là qui, entre 62 et 80 et quelques, 80, a été répandue dans les éditions de livres de poche, etc. Mais c'était une espèce de stade intermédiaire et de concession de Céline, qui en 36 n'avait rien voulu savoir avec de Noël, avait laissé les choses en blanc. Ça donnait, il lui prit le, et puis un petit blanc, et on passait au reste. Et ce qui était en un sens maintenant pour nous aussi. Donc. Et l'état définitif qui est maintenant repris. Alors moi je voudrais vous poser une question à propos de censure. Pourquoi est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des livres de Céline officiellement censurés alors qu'on peut les trouver sous le manteau? Oui, je ne suis pas celui, comment dirais-je, qui suis à même de répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait peut-être répondre? Tout simplement, Lucette Détouche ne veut pas qu'on publie les pamphlets. Et on ne peut pas aller contre ça, elle ne veut pas. Ah, c'est elle. Oui. C'est elle qui ne veut pas. Il n'y a pas de censure officielle contre les pamphlets. Elle se refuse. Effectivement, c'est la veuve de Céline qui refuse pour l'instant de réimprimer les pamphlets. J'ajoute une chose, personnellement, c'est cette décision que les belles âmes critiquent arrange tout le monde et personne n'ose le dire. Pourquoi? Parce que si demain on disait on peut publier les pamphlets, est-ce que Gallimard les publierait? Peut-être, pas sûr. Le lendemain, la LICRA ou le MRAP aussitôt ferait procès, ça serait saisi. Dans le manifeste des libertés publié par le Parti communiste et le Parti socialiste, avant qu'il soit au pouvoir, il disait que toute censure serait abolie, mais toute incitation à la haine raciale, l'antisémitisme sera poursuivie, c'est fait partie de la loi. Donc, on dit maintenant c'est scandaleux, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas les critiquer, et on attaque Madame Détouche, et en fond tout le monde est content parce que ça mettrait les gens face à des contradictions, à des responsabilités que les gens ne voudraient pas assumer. J'attaque personne, je dis mais pourquoi? Non, mais voilà mon point de vue. Mais puisqu'on les trouve, puisqu'on peut les acheter, alors justement, ils sont photocopiés. Justement, le problème est là, c'est que je crois qu'actuellement, un étudiant ou quelqu'un qui veut lire les pamphlets y a accès facilement par des éditions en bibliothèque d'abord. Non, mais il y a des éditions pirates. Et par des éditions pirates. J'en ai acheté, je vous dirai pas où, mais... Bien sûr. Non, en France. Reste qu'il y a un problème effectivement de fond, savoir est-ce qu'il faut publier ou non les pamphlets. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'un livre censuré prend une valeur au contraire beaucoup plus virulente? Je ne sais pas. Moi, si on m'interdit un livre, j'ai envie de le lire tout de suite. Oui, bien sûr. Mais c'est plutôt une autocensure qu'une censure, là, dans le cadre de ce qu'explique Victor. C'est une autocensure. C'est une autocensure qui prévient une censure évidente. Pour des raisons qui sont respectables, qui sont la crainte que ces textes fassent du mal d'une certaine manière. C'est une très très lourde décision et personne ne peut se substituer à Lucette Détouche dans le... Elle est tout à fait consciente de la difficulté que ça crée. Elle dit un jour, quand les passions sur ce point seront apaisées, on publiera les pamphlets, etc. Elle ne veut pas contribuer à un état de tension et de passion toujours à vif, naturellement. Alors, Henri Godard, je vous laisse encore la parole, parce que j'aimerais que vous nous parliez maintenant des manuscrits de Céline, c'est-à-dire le passage de ce rendu de l'émotion, comment il y arrive. Alors, dans les entretiens avec le professeur Y, il y a la fameuse allusion au dictaphone. Le professeur Y lui propose d'utiliser un magnétophone pour improviser gaiement. Alors, tous vos systèmes, dictaphone, jabotophone, micro-sillon, valpatripède, toute cette mécanique tue la vie, m'entendez-vous, anti-vie, la musette pour morgue. Alors, le travail de Céline sur son style. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai entrepris, c'est une partie de mon travail, de réfléchir et d'étudier ces manuscrits autour de ces manuscrits, et que je suis ces dernières années, ces derniers mois, de plus en plus stupéfié de l'abondance du travail de Céline. J'ai été amené ces derniers temps, en travaillant en préparant le troisième volume de la Pléiade, à trouver des monceaux de manuscrits. Enfin, je ne les ai pas tous, parce qu'il y a des collectionneurs qui gardent certaines parties par devers eux, et ce qui n'est pas facile, ce qui crée des difficultés supplémentaires. Mais enfin, même ce dont j'ai la disposition représente déjà un travail énorme. Je suis actuellement avec Ferry en train de travailler ces mois-ci à Ferry sur une autre fois.
je suis, je crois, à 5 versions, à reconstituer 5 versions du texte, y compris des premières versions, les versions écrites en prison sur son tabouret en cellule dans la prison de West-Frankzell à Copenhague, c'est-à-dire ces manuscrits inévitablement émouvants, écrits au crayon et mal lisibles, jusqu'aux premières versions dans lesquelles on trouve non seulement Féerie 1, mais Féerie 2 et Féerie 3, car il y avait tout un Féerie 3 qui était prévu, qui a été rédigé sous forme de premier jet, ou de 2 premiers jets, et que ensuite Céline a abandonné, étant donné l'absence d'écho qu'avait eu la seconde partie de Féerie, en 54, Féerie 2, il a laissé tomber Féerie 3 pour se lancer dans l'évocation de Sigmaringen, dont il pressentait naturellement qu'elle aurait un impact, qu'elle a eu avec l'aide de Roger Nimier, etc. Bon, c'est avec D'un château l'autre et l'évocation de Sigmaringen qu'il a refait surface dans le monde littéraire. Mais il avait prévu une 3e partie de Féerie pour une autre fois, et je vous dis, je suis en train, je donnerai ça dans la Pléiade en appendice, ce sont des dizaines de pages de Céline, car une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il ne fait jamais de carnet, il ne prend jamais de notes sous forme télégraphique ou sous forme de plan ou ce que nous connaissons pour d'autres écrivains. Dès qu'il commence, c'est sous la forme d'écriture. Il écrit. Alors il écrit d'abord une version de 100 pages, puis il la reprend, il écrit une version de 200 pages, il amplifie petit à petit, il morcelle. Il a annoncé qu'il y avait 80 000 pages, je crois, pour... Oui, alors le chiffre est probablement exagéré, mais enfin si vous tenez compte du fait que son écriture, avec le bras malade, son écriture était très large, hein, elle ne comprenait que moitié moins de lignes qu'un manuscrit ordinaire, et une écriture assez haute, ça fait un nombre de pages. Ça m'arrive de calculer, enfin de les compter une à une, j'arrive à un nombre de folios considérable. Et comment naissait une page? Vous en avez une idée comment naissait la page? C'est ça qui serait passionnant. Je rêve d'émissions de télévision qui nous montreraient comment naît une page. Il suffirait que l'écrivain ait une caméra automatique à côté de lui et de lui laisser pendant... oui, mais enfin la trace dans les manuscrits, si on disposait d'un créneau de télévision de ce genre-là, la trace dans les manuscrits pour quelqu'un comme Céline serait déjà intéressante. Hein. Mais il faudrait rentrer dans un détail, j'ai peur d'être fastidieux en parlant comme ça. Par exemple. Il rature énormément, il rature des fois, il hésite entre 10 mots, il se propose à lui-même 10 mots avant de choisir le dernier. Et il arrive que ce dernier soit un retour à l'un des précédents. Il a, dans le manuscrit que je vois ces jours-ci, qui est la seconde version de Féerie pour une autre fois, qui à ce moment-là n'est pas distinguée en première partie et deuxième partie, c'est un récit continu. Il a de cette très longue manière, quand il a écrit 2 ou 3 lignes où les surcharges sont trop importantes, il les barre et immédiatement après, il les réécrit. Ou alors, il fait des renvois qui sont un peu... j'allais dire un peu comme les Proust, quand Proust fait ses paperoles et les met en regard du texte. Mais pour Céline, ça n'est jamais en regard du texte, c'est-à-dire c'est toujours une insertion. Il repart, il y a un grand trait dans la page, il repart du texte et puis il continue, d'où des pages qui sont avec des traits dans tous les sens. C'est pas facile à lire, ça représente une certaine difficulté. Et d'ailleurs, dans ces premières versions qui ne sont écrites que pour lui, on n'arrive pas toujours à déchiffrer intégralement les choses. Mais c'est passionnant parce que ce sont des morceaux, c'est déjà du Céline et stylistiquement non achevé, donc on a la possibilité de faire la comparaison entre ce qui lui vient sous la plume au début et ce à quoi il aboutit. L'essentiel étant à mon avis que très souvent la phrase est beaucoup plus classique au début, la phrase dont il reste avec le modèle que nous avons tous, hein, c'est-à-dire de raconter sous forme d'une phrase qui est écrite grosso modo à la manière de tout le monde. Et c'est à partir de là que petit à petit il casse, il fragmente, il chevauche, etc. Et puis, stylistiquement, thématiquement, ce sont des passages qui complètent Féerie pour une autre fois. Il y a toute une évocation dans ces premières versions, toute une évocation du Montmartre de 40, de 40 à 44. On retrouve d'ailleurs qu'on retrouve sous une forme très succincte, mais qui, on les verra dans les appendices de la Pléiade, qui aboutissent là à des passages entiers. Il y a des évocations de Nocétie, il y a des évocations de Daragnès, il y a des évocations de... Alphonse Bouddha.
Je voulais poser une question. Le manuscrit du Voyage au bout de la nuit, vous l'avez eu en main et non. il est pareil? Non, ah, je ne l'ai pas eu en main parce que le collectionneur, ce que le collectionneur possède n'est pas le premier manuscrit. Il s'agit d'une dactylographie qui a été ensuite, qui représente à peu près, à vue de la moitié du texte, et qui a été ensuite corrigé, complété, développé, etc. C'est-à-dire que c'est un semi-manuscrit. Bon, ça sera déjà, lorsque ça sera disponible, d'un énorme intérêt de voir la version qu'il a d'abord fait dactylographier et la version définitive. Cela dit, on n'a pas la version, le premier manuscrit, à ma connaissance, n'existe pas. Et alors celui de Mort à crédit, alors moi j'ai entendu raconter par Jane Paul qu'ils avaient été le vendre à je ne sais qui, dans une charrette à bras, qu'ils ont descendu de... Il fallait une charrette à bras pour trimballer le... Oui, mais écoutez, bon, Ah oui, vous saviez pas ça? Si, non, mais oui, je suis au courant. Raconter ça, et alors ils l'ont descendu, je sais pas où, et ils tiraient, il y en avait un qui tirait, qui était dans... Bon, Céline était dans les brancards, puis l'autre poussait. Mais c'est pas tout à fait faux, parce que je n'ai pas la possibilité autrement que par geste, mais enfin, ça représente un manuscrit complet de Céline, si on prend le texte avant sa réduction à la dactylographie, représente un paquet qui fait 30 à 40 cm de haut. On dit souvent, les gens viennent me dire « Oh, vous avez l'air d'écrire facilement. » Mais non, je n'écris pas facilement, avec beaucoup de peine, et ça m'assomme d'écrire. Ça en plus, ça me donne beaucoup de peine, et c'est très dur, parce qu'il faut que ce soit fait très finement, n'est-ce pas, et très délicatement. Oh, ben ça, vous savez, ça fait 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrits qui ont l'air où le travail est effacé. Évidemment que le travail est effacé, on ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé voir le travail. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas? Le lecteur, il a payé sa place, il a acheté son livre, il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, et il ne s'occupe pas comme on conduit le navire. Lui, il veut jouir, délectation. Bon, alors il a le livre, et il doit se délecter. Mon devoir, moi, est de le faire se délecter. Et à ça, je m'emploie. Et je veux donc qu'ils me disent, ah, vous faites ça, c'est facile, ah, mon Dieu, mais si j'avais, moi, votre facilité, mais il n'y a pas de facilité du tout dans le Dieu. Ah, mais aucune, rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi, mais simplement, je me mets au travail. Ben, le travail, ils ne mettent pas de boulot, ils ne concentrent pas. Bon, alors voilà, n'est-ce pas, l'aventure. Et puis alors, on va dire, bon, très bien, n'est-ce pas, ils mettent 3 points, vous savez, 3 points, les impressionnistes ont fait 3 points, vous avez Seurat, ils mettaient les 3 points partout, ils trouvaient que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Ben, il avait raison, cet homme, ça n'a pas fait beaucoup école, on respecte beaucoup Seurat, on l'achète très cher, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que, moi, on me suive beaucoup, n'ayez pas peur, on en prendra un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non, un petit peu, c'est trop dur. Et de même que Seurat, bon, on n'a pas continué ça. Alors ce qu'il faudrait dire, c'est que ce travail sur le style, ce n'est pas de la maniaquerie. Au fond, je ne sais pas, j'ai envie de mettre l'œuvre de Céline sous une exergue. Je prendrai à Claude Bernard, la vie et l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Il y a un langage qui est mort, et c'est contre ce langage qui est mort que doit se faire tout le travail du styliste Céline. Oui, tout à fait, je pense que c'est un excellent rapprochement, effectivement. Alors, si vous voulez, on va entendre maintenant un extrait des entretiens du professeur Y encore, où précisément il nous dit comment il réussit à mettre de la vie dans le style, d'abord en se réfugiant là où il y a à la fois personne, il n'y a pas d'œuvre d'art, c'est-à-dire dans le métro. Dans le métro, on est tranquille avec les monuments, avec les académies et tout ça, et il n'y a pas de poncif, et en même temps, tout le monde est bon pour le métro, et le métro, une fois qu'on est dedans, on va jusqu'au bout. Alors je vais jouer dans ce dialogue des entretiens avec le professeur Y le rôle du colonel, qui est une vieille yanache qui est réduite à faire des interviews pour augmenter un petit peu sa retraite. Et évidemment, Rivière-le-Jeu sera Céline. Alors, le colonel commence. À la place de vos 3 points, vous pourriez tout de même mettre des mots. Voilà mon avis. Cutterie, colonel. Cutterie encore. Pas dans un récit émotif. Vous reprochez pas à Van Gogh que ses églises soient biscornues. À Vlaminck, ses chaumières foutues. À Bosch, ses trucs sans queue ni tête. À Debussy de se foutre des mesures. On est guère de même. Moi, j'ai pas du tout les mêmes droits. Non. J'ai que le droit d'observer des règles. Les stances de l'académie, c'est révoltant. Non, mais enfin, les règles... Les beaux-arts transposent comme ils veulent. Depuis plus d'un siècle. Musique, peinture, couture, architecture. Des muses affranchies, je vous le dis.
Même la pierre, vous voyez, la pierre, la sculpture, et le papier, non. Oh, le papier, l'écriture est serve, voilà, serve du journal quotidien. Le journal quotidien transpose pas, non, jamais. Le bachot non plus, le certificat d'études non plus, la licence non plus, jamais. Rien. Oui, mais tout de même, vos 3 points. Mes 3 points sont indispensables. Indispensables, bordel Dieu. Je le répète, indispensable à mon métro. Me comprenez-vous, colonel? Pourquoi? Pour poser mes rails émotifs, simples comme bonjour, sur le ballast. Vous comprenez? Ils tiennent pas tout seuls, mes rails. Il me faut des traverses. Quelle subtilité! Mon métro bourré, si bourré, absolument archicomble, à craquer, fonce. Il est sur sa voie, en avant. Il est en plein système nerveux. Il fonce en plein système nerveux. Vous me saisissez, colonel? Un petit peu. Mon métro, que je vous raconte, et pas une guimbarde imbécile qui cahote, berloque, titube, s'accroche à tous les carrefours. Non, mon métro s'arrête nulle part. Je vous l'ai dit, je vous le répète, colonel. Oui, c'est extraordinaire. Au but d'un trait, colonel, mais attention. Sur rail profilé. Récit traverse impondérable. Vraiment? Vous doutez encore? Exactement, je vous l'affirme, colonel. Plus jamais d'ergoterie devant moi, plus d'embarras. Le truc du métro Touner rail magique à travers 3 points est plus important que l'atome. L'atome comment? Comme nouveauté qu'on parlera. Alors, colonel, le cinéma est foutu. Et d'un, dépensé, décati, rousti. Ah bon? Je tolère pas vos colonel. Je vous livre la vérité toute pure. Profitez de ce que je vous dis. Soyez prévenus. Je laisse rien au cinéma. Je lui ai embarqué ses effets. Toute sa rastaquerie mélo, tout son simili sensible, tous ses effets, décantés, épurés, tout ça. À plein air dans ma rame magique, concentré, j'ai enfourné tout. Mon métro à travers 3 points emporte tout. Mon métro magique, délateur, beauté suspecte, quai brumeux, auto, petit chien, immeuble tout neuf, chalet romantique, plagiaire, contradicteur, tout. Je lui laisse rien. Par charité, 2, 3 grévins. Hollywood, Joinville, les Champs-Élysées, la rate de New York, tout le carton-pâte, toutes les loques, avec plein de cils et plein de nichons. Par pitié pour les ataxiques. Retenez bien, les sclérosés, qui s'y retrouvent encore, qui se trouvent pas abandonnés de tout. J'ai capturé tous les motifs. Je vous ai expliqué, colonel. Pigalle, ici, en moins de 2. Même les pires fainéants sont émus. Frédéric